Romain Le Bailly est agrégé et docteur en histoire, laboratoire CIRIS, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et spécialiste des jeux vidéo et des cultures populaires japonaises. Il est par ailleurs lauréat de la première édition du prix des fondateurs du GIS Jeux Société. Dans l'interview à suivre, il est venu nous parler de son parcours, de son sujet de thèse et de son actualité scientifique. Bonjour Romain. Bonjour, merci de cette invitation. Écoutez, merci de l'avoir accepté d'être sur Ludocorpus et dans l'émission d'entrée de jeu. Alors, pour commencer, une question usuelle, somme toute très simple, est-ce que vous pourriez vous présenter? Alors moi je suis agrégé et docteur en histoire, j'ai fait l'essentiel de mon cursus donc en tant qu'historien et je travaille au sein du laboratoire CIRIS à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne sur le jeu vidéo japonais, son histoire et plus largement sur la culture populaire japonaise. Alors justement, on va rentrer dans votre sujet de thèse que vous avez soutenu il y a pas si longtemps. Est-ce que vous pourriez nous dire quel était son titre, bien sûr, son sujet, et puis la problématique que vous avez élaborée pour y répondre? Oui, bien sûr. J'ai soutenu en novembre 2023 une thèse qui porte sur Sega, l'entreprise japonaise de jeux vidéo, pensée dans la dimension de circulation culturelle qu'elle a pu provoquer. Alors, quand on réfléchit plutôt, quand on pense à des chercheurs qui travaillent sur le jeu vidéo, on pense en général que c'est des gens qui sont plutôt gamers eux-mêmes de base. C'est pas spécialement mon cas. Pas plus que quelqu'un de ma génération, on va dire. Cet intérêt-là pour le jeu vidéo et son histoire, il est venu plutôt du constat du manque de travaux qui existent sur l'histoire du jeu vidéo et sur le jeu vidéo en général. Quand j'étais en master au début des années 2010, c'était vraiment très patent. Aujourd'hui, ça l'est toujours un peu, mais un peu moins heureusement. En tout cas, en histoire, là d'où je viens, le parcours académique que j'ai fait, c'était totalement inexistant. Dans l'histoire académique, on n'a pas d'historien académique qui travaille sur le jeu vidéo, on en a encore très peu. Et donc, il fallait pouvoir apporter cet objet à l'histoire. Et puis, il fallait aussi, je pense, pouvoir apporter des méthodes historiennes à l'objet jeu vidéo, tel qu'il est étudié par les sciences du jeu. En effet, il y a une sorte de méconnaissance mutuelle entre ces deux champs académiques. Et j'ai voulu essayer de lever un peu ça en apportant des approches historiographiques aux jeux vidéo qui n'avaient pas été encore appliquées à cet objet-là. C'est l'histoire globale, par exemple, le visage de sortir du cadre national comme cadre privilégié d'analyse qui va étudier les circulations, qui va mettre la focale à l'échelle globale. Et pour le jeu vidéo, qui est un objet mondialisé par excellence, c'est important. Et puis c'est aussi l'histoire culturelle, et c'est l'idée de sortir d'une approche du jeu vidéo qui serait vraiment internaliste, qui se focaliserait sur les caractéristiques internes de cet objet-là. Et c'est un peu le cas dans les travaux d'histoire du jeu vidéo qu'on trouve dans les game studies américaines, par exemple, qui vont être très focalisés sur les mécaniques ludiques, sur les propriétés techniques, sur leur évolution. Moi, j'ai voulu au contraire essayer de désinternaliser cet objet-là et de le contextualiser enfin, de manière externe dans son contexte, en particulier dans son contexte culturel. Et puis, ce contexte culturel, c'est le contexte japonais, en l'occurrence, pour Sega. J'ai appris donc cette langue et j'ai essayé d'intégrer le jeu vidéo japonais dans la culture populaire japonaise au sens plus large. Et donc, la problématique à laquelle je suis arrivé, c'est une problématique qui se concentre sur la question des circulations et j'ai choisi Sega en particulier parce que cette entreprise a la particularité d'avoir connu le succès à l'étranger de manière décisive à un moment. À un moment, elle fonctionnait mieux à l'étranger qu'au Japon. Et d'ailleurs, si vous parlez à un joueur français de 30, 40 ans aujourd'hui, vous lui dites Sega, il va vous dire ah oui, la Mega Drive. Et si vous parlez à un joueur japonais, il va vous dire ah oui, la Saturn, qui chez nous n'a pas du tout marché. Ça veut dire qu'en fait, ce moment où l'entreprise marchait bien à l'étranger, eh ben, ça s'est retourné un moment et ça n'a plus fonctionné. Et Sega, on le sait, aujourd'hui n'est plus un acteur majeur du jeu vidéo japonais. Donc la question, au-delà des réussites industrielles de cette entreprise-là, c'est comment l'échange culturel fonctionne à un moment donné et pourquoi à un autre moment il ne fonctionne plus. Justement,
On a pas mal de chercheurs en Master 2 ou des doctorants qui nous regardent. Et vous, vous avez passé le cap de la soutenance. Est-ce que vous auriez des choses à nous dire sur des enseignements que vous auriez tiré de ce travail de thèse et que vous aimeriez partager avec nos auditeurs et les jeunes chercheurs? Oui, alors je vais pas revenir sur le détail de mes conclusions sur Sega en particulier. J'espère que les auditeurs intéressés pourront se référer à mon travail dans le texte, mais au niveau plus général sur ce que ça peut être que de faire de l'histoire du jeu vidéo et en particulier de l'histoire culturelle du jeu vidéo. Euh, je pense qu'il est en particulier, et ça a été peu fait jusque-là, nécessaire d'inscrire le jeu vidéo dans son arrière-plan culturel. Comme je le disais, le jeu, c'est ma base de départ. Le jeu n'est pas qu'un jeu. Le jeu n'est pas qu'une mécanique ludique. Et parfois, on a une focale qui est un peu courte, qui est faite sur le jeu vidéo, en faisant une histoire qui est finalement une généalogie de mécaniques ludiques. Je pense qu'on ne peut pas comprendre, par exemple, la circulation du jeu vidéo et son histoire euh, quand on regarde uniquement cet aspect-là. Il faut aussi ajouter les liens avec les arrière-plans culturels qui peuvent exister, en particulier les arrière-plans nationaux. On ne peut pas comprendre l'émergence du jeu vidéo en tant que loisir de masse au Japon sans comprendre les liens qu'il va avoir avec l'animé, le manga, le cinéma populaire. J'ai trouvé des jeux de samouraï qui ne peuvent se comprendre que quand on comprend l'arrière-plan sur ce personnage-là, des jeux de ninja, même des jeux avec des salaryman, des employés de bureau japonais. Tout ça est fait pour parler est fait pour faire écho à un certain arrière-plan culturel familier du public que l'on vise. Et ça, il faut pouvoir, et j'ai parlé du cas japonais, bien sûr, c'est le cas un peu partout. Et aussi, on peut aussi évoquer des jeux qui sont complètement à l'opposé, où on a une volonté de faire des jeux vraiment globaux qui ressemblent, qui sont uniques partout dans le monde, enfin qui sont présentés de la même manière aux joueurs partout dans le monde, comme Sonic, par exemple, dans le cas de Sega, qui est fait pour ne pas avoir d'odeur japonaise, d'odeur culturelle. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir étudier aussi. D'autre part, le jeu vidéo, il faut pouvoir l'inscrire dans un contexte industriel de production. Et évidemment, les spécialistes des sciences du jeu n'ont pas attendu ce travail pour comprendre que le jeu avait des producteurs et avait donc des logiques de production. Mais en l'occurrence, pour le jeu vidéo, il faut parler aussi du contexte industriel, de ces entreprises de jeux vidéo. En l'occurrence, ici, une grande entreprise. Il y a toute une panoplie de cas, bien sûr, mais il faut penser ces producteurs comme des acteurs culturels. Il faut penser ces entreprises comme des acteurs culturels particuliers, qui ont pour particularité de chercher le profit et la rentabilité, puisque ce sont les entreprises. Et ça a des conséquences sur les contenus derrière. Ça a des conséquences parce que la création va être subordonnée aux impératifs du marketing. On vise tel segment du marché, etc. Donc, il faut qu'on adapte nos contenus à ce qu'on veut faire. C'est aussi un mode de production qui va favoriser les circulations. Parce que quand on est une grande entreprise, on va vouloir exporter sa production bien plus que des producteurs qui ne seraient pas guidés autant par des logiques économiques. Donc tout ça a des conséquences sur ce qu'est socialement le jeu. Et puis pour terminer, j'aime toujours revenir sur la place des joueurs, la place de la réception. C'est une question difficile en histoire. On a souvent peu de sources pour comprendre comment les gens pratiquaient telle pratique culturelle, tel bien culturel. En l'occurrence, avec le jeu vidéo, on a quelques sources pour le faire. On peut aller voir le courrier des lecteurs, on peut faire des interviews éventuellement. En l'occurrence, j'ai constaté pour ces gars que si les joueurs de jeux vidéo, si une partie des joueurs de jeux vidéo se mettent à apprécier énormément le Japon, en jouant au jeu à la fin des années 90, par exemple, on commence à avoir une vraie nipophilie qui se développe en Occident autour du jeu vidéo, pas seulement, mais notamment autour du jeu vidéo. Et ben, c'est pas Sega qui a tout fait pour valoriser son pays d'origine, etc. Au contraire, Sega voulait absolument gommer le Japon. C'est les joueurs eux-mêmes qui sont saisis de cet objet-là et qui ont compris qu'en effet, tous ces jeux qu'ils appréciaient venaient du Japon, les jeux Sega, les jeux Nintendo, etc. Et donc, qui ont commencé à apprécier le Japon à travers le jeu vidéo, mais de leur propre initiative.
Voilà quelques éléments. Merci Romain pour ces précisions. Je renvoie naturellement les auditeurs et nos lecteurs bah, à votre manuscrit hein, pour plus de détails sur vos recherches. Alors justement, à ce titre, en parlant du manuscrit, le GIS Jeux Société, à travers la première édition de son prix des fondateurs, vous a récompensé en octobre dernier en septembre dernier pour votre travail par un soutien à la publication. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire comment la préparation du manuscrit se déroule-t-elle et puis à quel stade de la démarche en êtes-vous? Alors, je vous avoue que c'est bien entendu dans ma tête, et notamment grâce au GIS qui va pouvoir aider cette publication à voir le jour. Mais pour l'instant, j'ai décidé de laisser un peu de côté, de laisser un peu reposer ce manuscrit pour pouvoir y revenir un petit peu plus tardivement avec un œil neuf. C'est tout à fait dans mes objectifs de transformer ce manuscrit en livre. Euh, mais je sais qu'il va falloir le retravailler, bien entendu, et j'attends de pouvoir être pleinement disponible pour ça. J'ai un questionnement en fait, ce travail-là. Je pense qu'il y a deux enjeux à la publication de travaux sur le jeu vidéo. Il y a évidemment légitimer l'objet en tant que objet de connaissance du monde académique sur lequel il faut travailler. On a besoin de plus de publications académiques sur le jeu vidéo. Mais d'un autre côté, il y a aussi un enjeu de diffusion vers le grand public qui est dont une partie, disons, attend des travaux sérieux sur le jeu vidéo et des travaux accessibles. En particulier chez Sega, et ben, il y a beaucoup de fans de Sega qui ont grandi avec les consoles Sega, qui ont peut-être envie de lire certaines choses là-dessus. Donc, il y a une certaine hésitation entre est-ce qu'on va vers une édition très scientifique pour la communauté académique ou est-ce qu'on essaie d'aller plus vers le grand public? C'est en cours de réflexion. Bon, bah, écoutez, on suivra attentivement votre actualité sur la publication de cet ouvrage. Et justement, sur votre actualité scientifique, quelle va-t-elle être pour les prochaines semaines, les prochains mois? Alors, j'attends la publication, j'espère bientôt, d'une contribution à un ouvrage collectif, un ouvrage qui va s'appeler Gameu et qui parle du jeu vidéo japonais, c'est le nom en japonais pour jeux vidéo, qui va être publié au Presse universitaire de Liège dans la collection Jeux Play Spiel. Euh, Dans cet ouvrage, j'ai essayé de traiter, donc au-delà de Sega, hein, le lien entre le jeu vidéo japonais et son émergence en 1973 avec le premier jeu vidéo japonais qui est un clone de Pong à l'époque, et puis ce qui précède. Pour moi, la date de 73 était un peu trop rigide. C'est le premier jeu vidéo, c'est là que commence l'histoire. En réalité, il faut recontextualiser ça plus largement et notamment si on se met dans les généalogies ludiques avec les jeux électromécaniques qui étaient des bandes d'arcade mécaniques qui existaient avant le jeu vidéo et qui ont nourri l'émergence du jeu vidéo à partir de 73. Et puis aussi, j'ai envie d'aller vers des nouveaux horizons après ma thèse, des nouveaux objets, des nouvelles découvertes. Donc, toujours sur le jeu vidéo japonais, je réfléchis à un article sur la saga Castlevania, par exemple, pour essayer de retracer à travers l'évolution de cette série-là euh, le public visé par le jeu vidéo japonais et par les producteurs de cette série. Il me semble que transparaît à travers l'évolution des mécaniques ludiques et aussi des aspects visuels, narratifs, une évolution du public cible de ces jeux. Et puis aussi, un objet qui m'intrigue. J'ai trouvé un jeu d'arcade en 1993 qui s'appelle Nostradamus, qui décrit un univers post-apocalyptique. C'est un shoot'em up assez classique, où le personnage est dans un monde post-apocalyptique, il y a une fin du monde. Comment ça se fait qu'un jeu japonais en 1993 parle de Nostradamus et de la fin du monde? Et bien, en fait, je me suis rendu compte à travers ce jeu-là, et ça va illustrer encore plus le fait que un jeu vidéo doit être replacé dans son contexte social, culturel plus largement, que Nostradamus est bien connu au Japon depuis 1973, où un auteur japonais a décidé que Nostradamus avait prévu la fin du monde en 1999.
Et ça a fait un boom, comme on dit au Japon. Ça a fait un boom éditorial, ça a fait des films, ça a fait des mangas, des animés, des jeux vidéo donc. Et j'ai envie de refaire l'histoire de ce mouvement millénariste autour de Nostradamus à la fin du XXe siècle, dans un Japon qui est un peu en train de douter de lui-même, notamment à travers le jeu vidéo, mais pas seulement, puisque le jeu vidéo, il faudrait inscrire le jeu vidéo japonais, il faudrait inscrire dans la culture populaire japonaise au sens plus large. Écoutez, c'est l'un des enseignements qu'on va retenir de cette interview, donc s'inspirer du contexte d'un jeu, de son industrie, de sa culture qui va autour pour pouvoir mieux entrer dans son intelligence. Je vous remercie Romain pour ce moment d'échange, et puis je vous dis à très bientôt sur Ludocorpus. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Pour celles et ceux qui nous suivaient depuis notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner afin de recevoir nos vidéos dès leur diffusion. Merci et à bientôt sur Ludocorpus.